Bonjour et bienvenue à ce didacticiel de Wars Across the World qui va nous permettre d'un petit peu mieux appréhender les règles de base du jeu. Et pour cela, donc, nous allons immédiatement attaquer une nouvelle partie. Comme vous pouvez le voir, au niveau de l'interface générale, vous avez de quoi charger une partie sauvegardée, la boutique pour les nouveaux scénarios. Je vous rappelle qu'il y en a à peu près un par mois qui sort, les options pour le son, les langages, etc. Et enfin, évidemment, soit quitter, soit continuer une partie préalablement jouée. Alors, pour nous, nous allons attaquer une nouvelle partie. Nous allons utiliser la partie qui vient d'apparaître à l'écran, donc Hamilcar 264, ou la première guerre punique entre d'un côté les Romains et de l'autre les Carthaginois. Vous pouvez avoir donc outre ce scénario un certain nombre de jeux depuis la plus haute antiquité jusqu'aux conflits les plus modernes. Alors, on continue. Nous avons donc ici le choix de jouer soit à deux joueurs, soit contre l'intelligence artificielle, ici, ou alors en play by mail par rapport à un joueur humain qui, dans ce cas-là, jouerait Carthage, le premier joueur étant évidemment celui qui apparaît en premier, donc sachant que c'est Rome qui commence, ça veut dire que le joueur actif commencera la partie et on verra ensuite en play by mail au deuxième joueur qui jouera Carthage. Donc ici nous allons jouer contre l'IA. Hop, commençons. Alors, la partie commence. Ah bah, ça commence bien. Euh, Nous allons voir apparaître l'écran. Si vous regardez bien avec la molette, on peut zoomer sur l'écran. Voilà, vous le distinguez ici. On peut dézoomer, donc ça vous donne une petite idée du scénario. Vous voyez, la carte n'est pas très grande, c'est un des scénarios standards du jeu. Vous avez par contre d'autres scénarios où les cartes sont particulièrement impressionnantes. Ici, le théâtre, évidemment, regroupe la Sicile, l'Italie du Sud, la Sardaigne et la Tunisie. Alors, au niveau de l'interface générale, nous avons ici le menu principal. Bon, on va continuer. Nous avons ici les informations sur le scénario. Chose importante puisque ça vous explique comment vaincre votre adversaire. Ici, à nouveau, une introduction, la durée de jeu, les différentes forces. Alors oui, c'est important parce que parfois des unités ne seront pas toujours de la même couleur que les unités classiques. C'est-à-dire pour les Romains, pas de souci, tout le monde est en rouge. Pour les Carthaginois à la base qui sont violets, vous aurez également d'autres unités comme les Numides en beige, les Celtes en vert, les Ibères en jaune, les Ligures en kaki et les Italiotes en bleu clair. Enfin, les unités de Syracuse en grise peuvent être contrôlées soit par l'un ou l'autre joueur, c'est indiqué. Syracuse débute le jeu contrôlé par Carthage. Le plateau de jeu, donc c'est ce que je vous disais, représente l'Italie. Si à un moment vous avez une carte qui, par exemple, présente une caractéristique liée à une région complète, par exemple peste sur l'ensemble de la Sicile, évidemment vous vous doutez que seule la Sicile sera impactée. Tunisie, Sardaigne et Italie ne le seront pas. Le joueur carthaginois, là aussi c'est un cas particulier, ne peut jamais faire entrer ses unités en Italie, puisque voilà, les forces romaines liées à l'Italie ne sont pas représentées. Seules les forces expéditionnaires liées à la Sicile et au reste des territoires, on va dire, d'outre-mer, sont présentes sur ce scénario. Le détroit de Sicile peut être franchi, etc., etc. La victoire. Alors la victoire, elle est immédiate si le joueur romain contrôle Carthage ou toutes les forteresses de Sicile. Pour Carthage, si elle contrôle, elle, toutes les forteresses de Sicile, puisque comme vous le savez, Rome n'est pas représentée dans le scénario. Et enfin, un joueur atteint ou dépasse 20 points de victoire. Sinon, le joueur qui possède le plus de points de victoire à la fin du dernier tour gagne la partie, c'est logique. Quelques points bonus, plus un point de victoire pour le contrôle de certaines régions comme Syracuse, Lydibée, Paname, etc. Et plus un point de victoire si Carthage s'empare de Messine. Des règles spéciales, puisque comme vous le savez, Wars Across the World est un jeu générique qui permet de recréer un petit peu tous les conflits du monde depuis la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Par contre, évidemment, pour pouvoir mieux simuler tel ou tel conflit, évidemment, il existe des règles particulières pour le scénario. Ici, donc, vous avez déjà une phase économique qui va vous permettre de lever des troupes tous les tours pairs. Ici, donc, vous le verrez, hein, un certain nombre d'unités qui valent donc un point de revenu, d'autres qui en valent jusqu'à 3, etc., etc.
Les sièges, vous pouvez faire le siège d'une forteresse côtière uniquement si vous avez une flotte qui en fait le blocus à l'extérieur du port. Et ça signifie évidemment pour le joueur romain qui ne dispose que de très peu d'unités navales au départ de lever une grosse flotte pour pouvoir s'emparer de l'Italie, ce qui est conforme à la réalité historique. Quelques raids navals, puisqu'il y a des zones de commerce pour pouvoir essayer d'affaiblir le camp adverse et l'empêcher de recruter de manière optimale. Et enfin, ensuite, diverses règles liées aux éléphants carthaginois, aux mercenaires carthaginois, et il n'y a pas de règle de ravitaillement dans ce scénario. Quand vous en savez assez, vous coupez ici. Tac. Le reste de la barre là-haut, donc ça c'était l'information, on vient de le dire. Ici c'est votre camp. Si on clique, regardez bien, il va se passer quelque chose, un filtre de couleur qui vous permet immédiatement de savoir où vous en êtes sur le terrain. Voilà. Donc là vous distinguez en violet tous les territoires contrôlés par Carthage, en rouge tous les territoires contrôlés par Rome. Les cas particuliers étant les zones maritimes commerciales actuellement complètement contrôlées ici par Carthage pour les trois. Et ici, pour les zones commerciales qui rapportent un point de revenu à Rome et ici un point de revenu à Rome, sont également contrôlées par Rome. Hop, on peut cliquer, recliquer comme on veut. Ici, c'est le camp adverse, c'est Carthage. Donc si on clique dessus, qu'est-ce que nous allons avoir? Ces points de victoire, il en a 8 au départ du jeu alors que nous n'en avons que 1 avec Rome. Les points de ressources, Carthage en a 7 au début du jeu, Rome en a 5 seulement. Et enfin, Carthage ne possède actuellement aucune carte qui lui permette, qui lui permette de jouer quoi que ce soit. Rome, quant à elle, en a 2, 1 et 2. Nous reviendrons à cela un petit peu plus tard. Alors, nous en sommes en phase de tirage de cartes. Nous sommes le 1er janvier 264. C'est le tour 1 sur 24. Euh, Autres éléments, j'allais vous dire non. Le petit élément qui clignote ici nous permet de passer à la phase suivante. La première étant le tirage de cartes. Nous arrivons en phase de renfort. En phase de renfort, quelque chose clignote. Hop, nous pouvons avoir 2 nouvelles légions. La 5e légion arrive à Néapolis avec 2 unités. Hop, on va la jouer immédiatement. Et normalement, là-haut, à Néapolis, voilà, vous avez la légion romaine et les alliés de la 5e légion qui apparaissent à Néapolis. On va zoomer sur la région. Les voilà, ils viennent d'apparaître ici. On les a vus, on clique. Pour nous, c'est tout bon. C'est arrivé par événement, on est d'accord. Et nous passons ensuite à la phase navale. Alors la phase navale, évidemment, nous avons quelques petits bateaux. Ici, une Liburne avec un navire donc, qui ne dispose pas de capacité de transport. Et ici, vous voyez, une trirème et un navire de transport qui dispose, lui, d'une capacité de 2, qui peut donc transporter 2 unités terrestres, tout simplement. Alors, ces unités de transport, on va les laisser où elles sont. Par contre, la Liburne qui est ici, on va la faire sortir. Alors, on va en profiter également, là on va cliquer, on va en profiter également pour vous expliquer un petit peu mieux l'unité que vous distinguez ici. Voilà, si on clique, on voit apparaître des caractéristiques un peu plus générales de l'unité. La Liburne est un petit bateau, c'est une unité de combat, elle est raider, donc ça lui permet d'aller chercher les flottes de commerce naval, donc d'occuper. Son moral est de 1. Alors, vous l'avez peut-être vu sur le didacticiel, généralement, nous avons ici une unité qui a donc un point de morale. C'est toujours la même chose sur Wars Across the World. En haut à droite, ce sont les points de morale. En bas à droite, les points de mouvement. En bas à gauche, les points de combat. J'en profite ici, vous voyez le petit point vert, ce sont ses points de vie. Elle n'a qu'un point de vie. Si elle est touchée, elle coule, tout simplement. Alors, si je la déplace hors du port, voilà, si on reclique dessus, il va lui rester très certainement. Hop, je clique dessus. Alors oui, non, c'est normal, elle sort de la flotte, mais elle reste dans la même mer. Si je la fais venir ici, regardez bien, elle n'a plus que 4 points de mouvement. Elle peut aller sur un certain nombre de zones. Ah, ici, vous voyez, on peut avoir un blocus potentiellement sur la flotte de Panormus. Mais comme nous n'avons pas d'armée à proximité, ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, ici, nous avons une flotte. Ici, on le distingue bien fort. Là, nous avons une armée syracusaine alliée à Carthage. Ici, notre ville de Messine, la seule point que Rome contrôle en 264,
En Sicile, c'est Messine. Elle est déjà assiégée par les forces de Syracuse, alliées à Carthage donc, et elle peut l'être puisqu'il y a une flotte carthaginoise qui est en dehors du port. Donc, je vais tenter, avec un tout petit peu de chance, de la faire sortir. Nous allons voir ce que ça va donner. L'autre flotte, nous n'allons pas la sortir. Alors, si un autre élément, regardez bien, je peux la sortir ici. Si par exemple je lui demande de venir, ça n'est pas possible puisque vous avez déjà une pile amie qui est engagée en bataille. Donc avant d'entamer une bataille terrestre ou navale, veillez à bien préparer votre pile et à rentrer en bataille. Sinon, tout simplement, ce ne sera pas possible. Une seule exception, une carte qui permet de venir de plusieurs zones, une carte événement qui vous permettrait de venir depuis plusieurs zones à la fois. Euh, je vais les faire revenir au port, comme ça elles y sont en sécurité, elles ne peuvent pas être attaquées au port. Alors, la phase navale étant terminée, nous allons cliquer. Alors, avant de cliquer, je vais quand même vous montrer, regardez bien, si on clique sur la mer, hop, on sommes donc sur le Fretum Siculus, le détroit de Sicile. Un navire doit dépenser un point de mouvement pour pouvoir y rentrer. Évidemment, on est dans la mer, il n'y a aucun modificateur d'attaque, de défense, etc. Par contre, si je regarde du côté de Rhegium, où on voit une montagne, on clique dessus, c'est une région qui appartient à Rome. Il faut 2 points de mouvement pour pouvoir y pénétrer. L'attaquant, on va le voir puisque normalement il y a, voilà, si on laisse, il y aura un petit texte qui va apparaître. Donc coûte 2 pour y rentrer, hein, vous le distinguez ici avec les flèches vertes. Malus de 1 à l'attaquant en combat, empilement limité à 6 unités normalement. Sauf peut-être Rhegium, puisque Rhegium peut accueillir un certain nombre de légions. Bon, pour le moment on n'est pas encore là, nous verrons ça tout à l'heure. Alors, nous avons d'abord ce combat. Donc, Rome contre Carthage, il y a une seule bataille à jouer, c'est le détroit de Sicile, en avant. Alors, Rome a perdu, vous avez vu, donc 3 contre 7, c'est Carthage qui a l'avantage du vent, et qui va donc tirer la première. Il y a un seul round en combat naval sur ce scénario, parfois il y en a 2. Nous allons donc cliquer sur le bouton. Alors, c'est un des 10 qui est lancé, le 0 correspondant à 0 et non à 10. Et le chiffre de combat, c'est lui qui est pris en considération. Donc là, il n'y a aucun modificateur en quoi que ce soit, il n'y a pas de chef particulier. Donc il faut faire 0, 1, 2 ou 3 pour l'unité carthaginoise pour toucher l'unité romaine, et sur un 0, 1 ou 2 pour toucher l'unité romaine, et sur un 3, c'est-à-dire en faisant égalité, eh bien l'unité ne va pas faire de dégâts, mais une panique, et le romain partira. Nous allons voir ce que ça va donner. 1, l'unité est donc touchée, voilà. Elle n'avait qu'un point de vie, elle est coulée et ne peut pas répliquer, puisque dans les combats navals sur ce scénario, il n'y a pas de simultanéité. Celui qui a l'avantage du vent va frapper le premier. Donc là, c'est une victoire, il y a eu une élimination, et on clique. Nous passons au mouvement terrestre. Alors, nous avons ici, on va cliquer, le consul Appius Claudius Codex, qui est le général de cette armée qui dispose donc d'une légion, la première légion romaine, les alliés de la première légion romaine, la deuxième légion romaine et les alliés de la deuxième, une unité de cavalerie romaine et une unité de chariot. Ces unités, alors c'est à peu près identique à l'unité de Liburne que nous avons vue, à part que celle-ci se déplace sur la terre. Les points de morale, on peut le voir, la seule chose qui distingue la Légion de ses alliés, des alliés italiotes qui combattent pour la Légion, pour Rome, c'est le moral. Hein. La Légion romaine est plus puissante que ses alliés en termes de morale, elle y croit. Et enfin, vous avez le petit cavalier qui, lui, n'a qu'un point de morale. La cavalerie romaine n'était pas très réputée. Et ensuite, l'autre grosse distinction, ce sont ici, vous le voyez, les 2 points de vie de chaque unité. Ce sont des unités qui possèdent chacune 2 points de vie, sauf l'unité de cavalerie. Donc là, nous avons une armée consulaire complète, dirigée par le consul Appius Claudius Codex, qui a plusieurs particularités. Alors, le chef n'est pas un combattant. Le chef va... la présence d'un chef seul permet normalement l'entrée
d'une pile terrestre dans une zone adverse. C'est pour ça qu'il faut un chef, une armée. Ça limite aussi les combats. Par exemple, les unités qui sont un peu plus haut à Néapolis ne pourraient pas aller combattre les troupes présentes à Messine parce que, on peut faire le test, mais je ne suis pas sûr qu'elle y aille. Bon, pas assez de points de mouvement de toute façon, mais il n'y a pas de chef, elle ne pourrait pas y rentrer. Là, vous avez un chef, on peut donc entrer à Messine, c'est ce qu'on va faire. Hop, voilà. Il n'y a pas d'autres combats. Si par exemple je déplace ici les unités, on peut les utiliser. Bon, voilà, mais il ne se passera pas grand-chose de plus. Nous allons surtout regarder ce qui va se dérouler avec ce combat. Alors, nous avons ici le consul. Comme je vous le disais, le consul n'est pas une unité de combat, pourtant il a une valeur de combat et une valeur de morale, et également des points de commandement. On va y arriver juste après, vous allez voir pourquoi. C'est le seul combat, on va cliquer dessus. Nous voici arrivés en bataille. Alors la première chose, c'est que nous avons un événement que nous pouvons jouer, c'est la traversée nocturne. On va la jouer immédiatement pour annuler la pénalité du D3 qui s'appliquerait normalement dans cette bataille. Au tour 1, le consul Claudius Codex avait eu l'idée de passer de nuit et donc il a pu surprendre ses adversaires syracusains. C'est un petit peu pour relayer cette action historique que cette carte a été réalisée. Alors, nous avons ici le champ de bataille avec les adversaires de part et d'autre. Ici, les unités de combat. De l'autre côté, les Syracusains. Vous voyez, l'unité de ravitaillement, elle, ne combat pas. Elle reste à l'arrière. Elle sert surtout pour éviter de payer trop cher des piles trop impressionnantes. Alors, nous avons également les deux chefs. Ici, le consul, Claudius Codex. De l'autre côté, nous avons Hieron II, le roi de Syracuse. Alors, je vous disais, ses capacités de commandement. Ici, le consul a 2 étoiles et 2 ancres. Alors, quand ce sont des ancres, il peut commander des unités navales. En étoiles, il peut commander des unités terrestres. Ici, Hieron II ne peut commander que des unités terrestres. Alors, il peut en commander un certain nombre en fonction de ses étoiles. Avec une seule étoile, il peut en commander jusqu'à 5 sans malus. Donc 5 unités de combat sans malus. Dès la 6e, les unités se verront baisser en termes de morale et de combat, ce qui peut être particulièrement préjudiciable à la bataille. Le consul, lui, donc, peut évidemment commander non pas jusqu'à 5 unités, puisqu'il a 2 étoiles, il peut en commander jusqu'à 10 sans malus. Et enfin, un général 3 étoiles ou un roi, un empereur, ce que vous voulez, lui peut commander autant d'unités qu'il le souhaite, sans malus particulier. Vous avez ici en dessous le moral de 3. Alors le moral de 3, c'est le moral de l'armée. S'il arrive en dessous de 0, l'armée peut être démoralisée et partir en déroute. On va prendre par exemple ici le moral de Hieron II. Vous avez le moral, on va calculer en fait ce moral de l'armée, tout simplement en faisant la moyenne des troupes. Donc ici vous avez 1, 3, 2 et 2 pour un moral donc de 2, auquel vous allez ajouter tout simplement le moral du chef. Autrement dit, le moral moyenne de moral de 2 plus 1, ça fait 3. Et donc le moral de l'armée est de 3. De l'autre côté, c'est la même chose. 3, 2, 3, 2 et 1, ça fait une moyenne de 2. Plus 1, ça fait 3. Le moral est donc de 3. Nous combattons sur de la plaine. Il n'y a pas de malus de fleuve puisqu'une carte a été jouée. Et par contre, vous avez vu, un bonus de combat s'applique pour les Romains, alors qu'il n'y a pas de bonus pour les Syracusains. Pourquoi ? Parce que regardez bien, ici, on fait la différence entre les valeurs de morale des deux chefs sont strictement identiques. Donc là, il n'y a pas de changement. Par contre, les bonus de combat, quant à eux, sont différents. Claudius, le consul, est meilleur au combat que Hieron II. Donc, cette capacité tactique du consul, ça va donner un bonus de plus 1, puisqu'il y a une différence de 1 entre 0 et 1 ici, va donner un bonus de plus 1 qui va donc s'ajouter à chaque score de combat des unités romaines. Toutes les légions avaient 3, elles passent donc à 4, et l'unité d'Equites qui avait 1 au départ, passe donc à 2 pendant toute la durée de la bataille. Nous allons donc ensuite cliquer, tout va se faire de manière automatique avec un dé de 10, c'est la même chose, et nous allons regarder ce qui se passe pour ce premier round de bataille à Messine, entre le consul Codex et le roi de Syracuse. Eh bien, alors, les paniques sont d'abord résolues les premières. Comme vous pouvez le voir, alors ça va très vite,
comme vous pouvez le voir, une panique avait été infligée par les Syracusains. Le chiffre jaune, qui était donc lorsque un jet de dés est strictement égal au score de combat, c'est l'unité de cavalerie romaine qui est partie. Pourquoi? Parce que il fallait évidemment en faire partir une unité, hein, le score avait été réalisé, et donc on fait partir en priorité les unités qui ont le plus bas moral, bien évidemment, ce sont elles qui partent les premières, comme dans la vie réelle. Ensuite, il y a eu trois jets de dés qui ont été inférieurs à 4, et ce sont ces 3 jets de dés donc, qui ont permis de combattre l'adversaire. Donc, vous avez ici, pardon, 4 jets de dés, autant pour moi, qui ont permis donc voyez, on le voit ici, hein, le petit récapitulatif est fait, la première légion, les alliés de la légion 1, etc. Tous ont infligé un dégât. Après, vous pouvez les voir en dessous. Hein. Et donc 4 dégâts ont été infligés. Ici, les hoplites qui avaient 2 pertes ont été retournés. Il leur en reste donc un chacun. Quant aux unités qui n'en ont que 1, évidemment, elles ont été détruites. Chaque fois que vous avez des unités paniquées ou détruites, pour chaque unité, votre morale baisse de 1. Ici, vous avez donc 2 unités détruites, le moral est tombé à 1 pour les Syracusains. Et de l'autre côté, une unité paniquée, le moral est tombé à 2 pour les Romains. Deuxième round de bataille. Donc là, une panique partout. Donc c'est l'intelligence artificielle choisie. Donc là, c'est une des 2 unités qui est partie en panique. Ici, donc il faut que je choisisse entre ces 2 unités. Pourquoi ces 2? Parce qu'elles ont 2 de morale, alors que les Romains, eux, ont 3. Donc ils restent sur le champ de bataille, ils ne sont pas impliqués immédiatement. Nous allons donc faire partir cette unité, ce qui est dommage, puisque en restant l'unité, comme vous avez pu le constater, une unité qui est endommagée reste et n'implique pas de perte de morale. Par contre, regardez bien, là on a 2 de morale, en faisant partir cette unité complète qui ne prend pas de dégâts, eh bien le moral baisse. Bon, par contre, voilà, la dernière unité est détruite, il n'y a plus personne sur le terrain, la victoire est complète. Nous avons un petit récapitulatif ici, voilà, on peut le distinguer ici, avec le résumé complet, les pertes, les attaques, etc. etc. On clique sur la suite, c'est la fin du tour. Nous allons passer pour la prochaine fois au tour des Carthaginois. Nous verrons ce qui se passera.